Bonjour, alors je me présente, Sylvie Considère, donc je suis enseignante-chercheur en didactique de la géographie et je me suis prêtée à la difficile question de savoir comment enseigner ces problématiques de changement climatique. Après la présentation que François vient de nous faire, on voit que la tâche est rude et ardue, donc je vais essayer de m'en sortir. Alors, je suis partie, je vais passer rapidement le constat, de quoi on part, et puis ensuite quelque chose que j'ai un petit peu interrogé via mes étudiants autour des perceptions de ces problématiques-là. Les défis du monde de demain pour l'école, là on en a déjà un peu parlé avec les questions qui ont été posées tout à l'heure. Quel cadre nous avons? On travaille dans le cadre des programmes scolaires, donc je suis allée un peu regarder ce qu'on nous demandait de faire et puis on conclura. Alors le constat, l'humain se développe depuis longtemps, depuis un certain nombre d'années. La population mondiale a multiplié par 2, le revenu par habitant par 13, le PIB par habitant par 300 et l'espérance de vie est passée de 24 à 66 ans. On se développe. La progression est plus rapide dans les pays occidentaux, Europe, Amérique, Japon. Le développement, on le sait, il laisse de côté les plus pauvres. Alors les pauvres extrêmes, selon le rapport du GIEC, c'est les personnes qui meurent de faim. Donc on a des pauvres extrêmes, mais on laisse de côté aussi plein d'autres pauvres qui sont proches de cet extrême-là. Ce développement augmente les disparités sociales et culturelles, il accélère la pollution, on l'a vu, il dégrade l'environnement, on l'a vu aussi. Alors, dès 2013, on avait déjà des chiffres qui ont continué à croître. 20% de la population mondiale qui produit 60% de la richesse, 2% qui détient 50% de la richesse et qui est donc responsable de 80% de l'empreinte écologique. On l'a vu tout à l'heure avec un graphique qui était très intéressant, de montrer que les pays occidentaux consomment des choses qui sont faites ailleurs. Donc on augmente un peu notre problématique. Alors, je me suis un peu demandé, moi, pourquoi on en est arrivé là, non pas en termes de développement ou de production de gaz à effet de serre, mais comment on fait pour ne pas prendre conscience de ça? Comment on fait pour être aussi réfractaire à tout ça? Alors, je suis allée chercher un peu les fondements de notre monde occidental. On a un mode de production qui est fondé sur la loi du marché, avec de la libre concurrence, de la prédation des ressources, des conquêtes pour les ressources, des conquêtes pour les territoires. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'histoire ancienne pour le constater. L'histoire très contemporaine nous le montre. Et c'est fondé sur de l'exploitation des ressources naturelles, mais aussi des ressources humaines. On a un mot qui nous dit, dans les entreprises, il y a des ressources humaines. Je crois que c'est à interroger aussi ça. Alors, c'est fondé sur de la science, des sciences. On progresse, la technologie, ça nous a été montré tout à l'heure. C'est fondé sur de l'hyperconsommation, c'est fondé sur des produits jetables, c'est fondé aussi sur du marketing et du lobbyisme. Alors je mets les deux choses dans le même grand panier. Ce mode de consommation nous donne des atouts, des choses intéressantes, la liberté de choix, la liberté d'expression, auquel on tient beaucoup, on ne renonce pas à ça. Des connaissances scientifiques qui nous permettent de progresser, de l'éducation, et ça nous intéresse particulièrement, nous les enseignants ici présents, des technologies de pointe qui nous ont longtemps guidés sur l'idée que ces technologies de pointe allaient nous donner les solutions. On voit bien avec la présentation de François que c'est peut-être pas tout à fait comme ça qu'il faudra prendre les choses. Meilleure santé, enfin, pour les gens qui y ont accès, puisque les pauvres extrêmes, évidemment, ils sont laissés de côté, et une longévité importante, alors qui a un petit peu fléchi ces dernières années, mais qui, dans les pays occidentaux, est tout à fait intéressante, avec des gens qui travaillent sur des biotechnologies, qui espèrent nous faire vivre encore plus longtemps. C'est déjà dans les... On a aussi, évidemment, des choses un peu négatives, des rapports de domination. Alors, des dominations, je parlais tout à l'heure de conquête ou de ressources humaines, et les rapports de domination dans le monde et de l'économie de marché sont extrêmement violents.
je trouve. Des productions intensives. François évoquait tout à l'heure la consommation de viande. C'est ça qu'on lui reproche essentiellement. C'est toutes ces productions intensives qui consomment énormément de ressources. La division du travail, où chacun fait des petits morceaux. Voilà, et vous avez sans doute regardé ces derniers temps, on reparle du sens donné au travail pour les gens, parce que sinon ça ne fonctionne pas très bien. La baisse des ressources, la chute de la biodiversité, alors la dégradation de la biodiversité, la menace contre la biodiversité, j'ai plus de mots, des maladies, des dégradations de sol, des atteintes à l'eau potable. Alors j'aurais peut-être pu continuer ma liste, on est redoutables, nous les humains. Alors, des forces de conviction à l'œuvre, je me suis prêtée au petit jeu d'écouter, je ne le fais pas souvent parce que c'est très difficile. J'ai écouté 14 minutes de publicité sur une chaîne de télévision il n'y a pas longtemps et j'ai pris des notes. Et consommez, vous êtes exceptionnel, vous le valez bien, vous saisissez des opportunités, vous êtes intelligent, vous préparez votre avenir, vous vivez des émotions, des moments forts. Vous découvrez de nouveaux horizons, vous avez du goût, vous faites plaisir, vous facilitez la vie, vous prenez les bonnes décisions, vous défendez des valeurs, vous prenez soin des vôtres, vous limitez la pollution. Oui, vous limitez la pollution quand vous étudiez de la publicité. Et là, en gros, vous consommez, vous êtes unique. Vous le valez bien résume, de mon point de vue, tout à fait bien cette affaire-là. Donc ça exacerbe un certain nombre de choses. Ça. On a peur de manquer. Alors la pandémie nous l'a montré. Voilà. Soudain, il n'y avait plus de pâtes et de papier toilette dans les magasins. On exacerbe la valeur individuelle de chacun. Jusque dans l'école, on le verra tout à l'heure. Notre valeur individuelle est toujours plus importante que la valeur collective. Et on le travaille dès l'école. J'y reviendrai. Nos intérêts personnels d'abord, sous-entendu, opposés aux intérêts collectifs. Et l'enseignement moral et civique peut y faire ce qu'il veut. On n'a pas assez de temps dans ces disciplines-là pour contrer les temps publicitaires. Juste 14 minutes, mais 14 minutes combien de fois par jour sur les chaînes de télévision, enfin tous les médias, y compris les réseaux sociaux qui continuent ce genre-là. Et je ne parle pas des influenceurs qui auraient aussi des choses à nous apprendre là-dessus. On se réalise plus dans l'avoir que dans l'être. Alors, je ne l'invente pas. On se mesure à l'aune de ce que l'on possède. Notre réussite individuelle se mesure à nos comptes en banque. En fait, on possède. Et on est donc des individualistes. On a été construit comme ça. Notre société fabrique de l'individualisme. Ces forces à l'œuvre, elles s'expriment aussi ailleurs, et c'est peut-être plus pernicieux encore, parce qu'on ne les voit pas sous nos yeux. C'est le lobbyisme, ça a une définition, ça. Activité d'influence ou de pression sur le pouvoir politique. C'est admis. C'est même une manière d'envisager que la démocratie s'exprime. C'est-à-dire qu'en fait, que tous les groupes de pression puissent avoir accès aux espaces politiques. Ce qui est intéressant quand on veut défendre la vaccination ou quand on veut défendre l'accès à des denrées pour les plus démunis. Seulement ces groupes de pression-là, ils sont bien moins importants, ils ont bien moins de force que des groupes qui ont un certain nombre de milliers d'euros à donner. Il y a un petit graphique que je suis allée chercher sur le site de la transparence, le registre de la transparence de l'Union européenne, qui met ça en évidence. En fait, on a des gens qui sont capables de dépenser plus d'1 million d'euros pour convaincre des politiques du bien fondé de leur manière de penser. Et évidemment, ce n'est pas les groupes des ONG qui ont ces pouvoirs-là. Donc on est soumis à ça. Le petit encadré en bas nous montre dans quelles affaires ces lobbyistes ont les plus gros investissements. Alors l'environnement, attention, ce n'est pas pour défendre l'environnement. Quand on fait du lobbyisme pour défendre le droit d'épandre du glyphosate sur les betteraves, ça concerne l'environnement et c'est compté dans cette catégorie-là. Donc voilà, il n'y a pas que de la défense de l'environnement. Et vous voyez tout en bas, on a prévention de la fraude, migration et asile, tout en bas là.
C'est pas là qu'on défend le mieux les choses. Donc en gros, quand on lit ça, on voit s'exprimer l'individualisme par rapport aux intérêts collectifs. Et il y a des gens qui mettent en place des modalités à la fois législatives, c'est permis, c'est légal de faire ça, et puis des modalités financières extrêmement importantes. Alors je vais passer là-dessus parce que François nous en a bien exposé les choses. Donc en gros, notre mode de consommation fondé sur le libre-échange et la concurrence, c'est-à-dire notre mode de consommation du marché, conduit à ça pour l'instant. Alors on est là-dessus. Les scénarios dont on a parlé tout à l'heure, voilà, le premier, le scénario de la durabilité, il faudrait travailler sur une forte coopération internationale et la priorité au développement durable. Donc il faudrait mettre en place tout ce qu'il faut pour y arriver. Et le dernier, un monde caractérisé par un développement traditionnel et rapide, c'est ce qu'on connaît maintenant. Celui qui nous convient très bien à nous autres occidentaux, puisqu'on le vaut bien. Donc, on a peut-être quelques freins à mettre en place. Alors, le constat des activités humaines, que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique. En gros, on fait des bons gestes pour la planète, on veut sauver la planète. Le vocabulaire est important. Ce qui nous a été montré dans la première conférence montre bien que c'est les humains qui sont en danger. La planète a déjà subi des modalités compliquées, il y a un petit bruit bizarre, et elle s'est remise. Merci. Donc on a un réchauffement qui est constaté. Alors j'ai relevé les chiffres, on ne les comparera pas avec ceux de François qui sont forcément plus fiables que les miens, mieux documentés. Donc on a le niveau de la mer qui va s'élever, la banquise qui aura fondu au moins une fois, mais peut-être plus parce que, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure, on n'est pas sauvé. Le dégel du pergélisol qui va accentuer les problématiques climatiques. Les épisodes de froid intense moins fréquents, les épisodes de chaleur extrême plus fréquents, avérés aussi. Assèchement de la végétation, les dômes de chaleur, la dégradation de la qualité de l'air. On le sait, toute personne qui a une petite application sur le temps qu'il fait nous met une petite carte et qui nous dit en plein été qu'on est dans des zones qui apparaissent en rouge, particules fines et ozone. On l'a su cet été, on était dedans. Augmentation des décès liés aux canicules, liés à la malnutrition, etc. Épisode de forte précipitation avec inondation des cultures, des espaces urbains, dégradation des infrastructures. Tout ça coûte extrêmement cher. Il faut assurer et réparer tous ces dégâts éventuellement. Des cyclones qui sont plus importants, et les plus importants ont tendance à devenir plus puissants. Biodiversité en danger, alors certains parlent de la 6e extinction, les océans qui s'acidifient, le continent de plastique. Ma diapo n'est pas assez grande pour essayer de mettre l'ensemble. Donc on a des activités humaines. Alors, une manière de le penser assez intéressante, c'était cette idée de l'anthropocène. Alors, des géomorphologues, des stratigraphistes essayent de nous expliquer ça. En gros, on serait dans la dernière période du Quaternaire. Les deux précédentes étaient le Pléistocène et l'Holocène. La dernière période, l'Anthropocène, elle essaye de nous montrer, de nous indiquer, de nous faire comprendre que les sociétés humaines sont arrivées à un stade où elles ont acquis la capacité de modifier ce qui a mis des millions d'années à se forger, à se former. On sait modifier la composition chimique des océans et de l'atmosphère. On sait modifier le couvert végétal en le faisant brûler ou en l'exploitant à outrance ou en l'asséchant ou en l'inondant. On sait modifier l'épaisseur et la composition des sols. On sait modifier la nature des roches. Je ne vous reparle pas des pluies acides qui dégradent les végétaux, mais aussi notamment les calcaires. Les apports sédimentaires des cours d'eau qui sont perturbés. Les espèces animales, les espèces végétales qui sont modifiées. On appelle ça des modifications génétiques. On le fait exprès pour avoir des vaches qui produisent du lait, pour avoir des moutons qui produisent de la laine, que sais-je, ou des plantes qui
qui soit suffisamment forte pour résister aux orages d'été avant les moissons, par exemple. On fabrique ça, donc on le sait. Et donc on a réussi à faire que 45% des continents soient couverts par les activités humaines. Ça laisse peu de place pour le reste, puisque nos continents, ils ne sont pas si étendus que ça. Donc l'Anthropocène, c'est un concept qui nous permet vraiment de penser quelles sont nos actions, nos activités. Alors là, je vais essayer d'aller voir un petit peu du côté de la perception. Donc le constat est lourd, et on l'entend parler, alors je dis tous les jours, mais pas tous les jours depuis très longtemps. Voilà, ça dépend des problématiques médiatiques, par exemple, où ça revient sur le devant de la scène, et puis de temps en temps, ça s'en va un petit peu plus loin. Alors, je vais essayer de vous montrer des choses que j'ai pu travailler dans une recherche qui est en géographie. Les premiers résultats sont disponibles sur le site de Géoconfluence. Vous pouvez y avoir accès assez rapidement. On a demandé à des élèves d'aménager une île. Je vais vous montrer des cartes qu'ils ont fait. Et notre idée, c'était d'approcher ce qu'ils savent, ce qu'ils mobilisent en géographie pour répondre à la question. Donc en fait, quand on demande à quelqu'un d'aménager un espace vide, on regarde aussi comment il envisage l'environnement déjà présent, et comment il voit les choses. Alors voilà ce qu'on a pu obtenir, des enfants qui ont travaillé très sérieusement. On a 1022 cartes, on a de quoi s'occuper, du CM1 jusqu'à la 3e. Et on a regardé un peu comment ils faisaient. La plupart de nos élèves, je montrerai des graphiques, ils sont plutôt dans cette optique-là, c'est que cet espace vide, on va l'exploiter au maximum. Donc en fait, ils sont dans cette exploitation-là, même quand ils sont petits. Ils sont déjà dans cette idée-là. Quelques-uns, pas beaucoup, répondent à la question avec des choses comme ça, en disant la nature garde une place. Mais à la limite, ces enfants-là, ces élèves-là, ils sont quasi subversifs parce qu'ils ne répondent pas tout à fait à la consigne qui était pour qu'une société puisse y vivre. Donc en fait, soit c'est l'environnement pour quelques-uns, soit c'est la société qui exploite pour la majeure partie des autres. Et très très peu ont l'idée d'aménager en donnant une place à un environnement préservé. Donc, de mon point de vue, il y a un petit creux là par rapport à ce qu'on a pu, ce qu'on pourrait leur apprendre. Alors, j'ai mis quelques graphiques. On a une grille d'analyse de nos cartes qui est monstrueuse avec une 50aine d'items à gérer. On a fait des choses quantitatives, les voilà, et puis du qualitatif un petit peu plus approfondi, évidemment. Alors, dans les reliefs, dans les items qui renvoient à l'environnement, on a relief, hydrographie, végétation, et puis ce fameux concept que tous ceux qui travaillent sur les programmes scolaires comprennent, c'est le mieux habité. Alors, mieux habité au cycle 3, ça renvoie à tout ce qu'on pourrait travailler autour du développement durable, mais mieux habité au cycle 4, en 5e et en 4e, c'est ce qui concerne le développement durable du programme de géographie. Donc nos élèves, ils savent à peu près, ils ont travaillé là-dessus. Et on voit que ces items-là, ils sont assez peu représentés, sauf végétation, parce qu'on a été obligé de coder dans végétation quand ils nous mettaient des palmiers, par exemple. Donc on a un certain nombre d'éléments. Et vous voyez dans le graphique du dessous que les éléments anthropiques, ils sortent majoritairement pour tous les élèves, pour tous les niveaux. Et il n'y a pas tant d'écart que ça entre des plus jeunes et des plus âgés. On a donc une manière d'envisager l'environnement pour des élèves qui vont du CM1 à la 3e en ce moment. Ça a été fait en 2018-2019, ces collectes-là, sont pour eux l'idée que l'environnement s'exploite. Ils sont dans cette optique-là, et de mon point de vue, c'est déjà un frein à ce niveau-là. Alors, une autre petite enquête, j'ai interrogé mes étudiants de 2e année en cours, là, début septembre, avec un petit questionnaire. Vous avez les 5 questions qui sont posées là. On entend développement durable, ça nous fait penser à quoi? Alors,
j'ai pas travaillé sur, on entend biodiversité, on entend climat, on était en cours de géographie et du coup je suis obligée de poser des questions pour que ça soit en lien avec le cours. Les gestes personnels qu'ils pensent faire pour protéger l'environnement. Est-ce qu'au cours de leur scolarité, ils ont abordé le développement durable? Est-ce qu'ils s'en souviennent? En quelle discipline? Et est-ce que ça leur a donné le sentiment d'être acteurs du changement climatique ou être acteurs de la protection? Pour essayer de voir comment ils se situaient. Alors, les termes associés au changement, au développement durable, essentiellement, c'est environnement et écologie. Mais c'est des mots valises, ils ne nous disent pas tout à fait ce qu'il y a dedans, mais on est plutôt sur quelque chose autour de ce que je rangerais du côté de la SVT. Voilà. Le social, on voit qu'il arrive très peu, donc en gros, il me semble voir là derrière que les mots associés au problème du développement durable ne vont pas directement interroger les activités humaines qui pourtant sont les seuls responsables de l'état dans lequel on a mis notre environnement. Le temps, parce que la fameuse définition autour du développement durable concerne les générations futures, donc on voit bien que le futur existe quelque part. L'énergie, parce qu'on est sur des problématiques septembre et énergie, on voit qu'on est dans de l'actualité quasiment. Et puis des choses autour du changement des habitudes, et là on va explorer un peu plus ce qu'il voudrait dire. Alors, les gestes personnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils font plein de choses, nos étudiants. Alors, j'en ai pas été interrogé énormément, j'en avais 80 sous la main, là, je les ai tous interrogés, ils ont tous gentiment répondu. Alors, qu'est-ce qu'ils font de plus? Ils jouent sur la consommation. Alors, c'est plutôt intéressant et presque positif, en disant, François nous disait tout à l'heure, quand on change quelques petites choses dans sa consommation, au bout du compte, on finit par se dire que ça a un impact. Si on est tous convaincus que 1 + 1, ça fait beaucoup, on finira peut-être par y arriver. Donc ils veulent bien limiter leur consommation, la consommation en général. Alors, y compris dans les masters métiers de l'enseignement, on a beaucoup de femmes. Donc y compris autour de la mode, autour de la consommation de textiles, etc., qui paraît de temps en temps, qui est au moins cité dans leur réponse. Pas de plastique, pas beaucoup. Le consommer local, le pas de jetable, limiter la viande. Mais vous voyez, limiter la viande, ça fait 4 sur 80. Donc c'est pas tout à fait... on n'est pas dans le compte. Hein. Ils ont des gestes liés au développement durable, liés à la problématique des déchets. Alors, le tri des déchets, ils disent qu'ils trient, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils sont même, certains font du compost, etc. etc. Ils trient chez eux. Ils ont une problématique chez eux liée aux déchets. Quand je regarde comment on traite le tri des déchets dans les salles de cours, on a pourtant des poubelles, on a des choses comme ça, c'est pas fait. Donc en fait, là, il y a quelque chose qui se passe autour de l'action personnelle et puis l'action collective. Il y a déjà un petit laïus qui se passe, un petit décalage. Ils prennent les transports en commun massivement, ils sont conscients que les transports génèrent des problématiques de pollution. Ils essayent d'économiser l'énergie. Et puis l'eau, un petit peu. Alors j'ai mis en bleu les choses qui me paraissaient être plutôt proactives. Pour moi, ce n'est pas pareil de trier ses déchets parce qu'on est obligé de le faire, et puis aller ramasser les déchets. Alors, sur les réponses, c'était aussi sur la plage. On ramasse les déchets quand on est là-dessus. Donc, en gros, peu de personnes sont là jusqu'à récupérer l'eau de pluie plutôt que de l'économiser, ou faire soi-même et s'engager. Alors, l'engagement, c'est s'engager sur des activités globales, sur des grandes thématiques, sur des associations, etc. Et j'en trouve que 3 sur 80. Donc, voilà, c'est des creux. Alors, on peut dire, ils n'ont pas tout dit, ils font des choses et ils n'avaient pas envie que je le sache, éventuellement. Mais, bon... Alors, ils ont abordé le développement durable quand ils étaient au collège. Alors, au collège, parce qu'ils se souviennent très bien de leur 5e et de leur 4e. Ils se souviennent très peu du cycle 3. Pourtant, je suis certaine qu'ils ont fait des choses. Mais c'est perdu. Alors, je pense que c'est perdu parce que ça ne prend pas suffisamment de temps par rapport à d'autres disciplines au cycle 3.
Et du coup, chez les enfants petits, quand on fait une chose une fois, il faut que ça soit extrêmement marquant, comme les ateliers climat qu'on nous parlait tout à l'heure, pour que ça reste. Sinon, ça s'envole. Et ils ont abordé, alors au collège notamment, le développement durable, plus en géographie qu'en SVT. Donc, alors qu'ils l'ont, selon les programmes, les SVT participent massivement à ça. Alors, cette réponse-là m'a interpellée particulièrement. Mes étudiantes se pensent beaucoup plus acteurs de la protection de l'environnement, mais pas tellement acteurs du changement climatique. C'est une histoire de comment on a construit la responsabilité individuelle au cours du développement de la personne. Il n'y a pas que l'école. On vit plein de choses en dehors de l'école. Et d'ailleurs, le problème de la publicité dont je parlais tout à l'heure nous montre que ça a des influences, ces choses-là. Mais là, on a construit des personnes qui pensent qu'elles peuvent être actrices de la protection, mais elles ne se sentent pas concernées par le changement. Or, il me semble que pour être acteur de la protection et faire tout ce qui nous a été montré tout à l'heure, il faut se sentir responsable. Donc là, de mon point de vue, l'école perd quelque chose. Alors, à des charges de l'école, les programmes nous expliquent qu'il faut éviter de culpabiliser les élèves, en sorte de ne pas participer à la construction de l'éco-anxiété. Mais pour ça, on dépersonnalise les choses. Alors la géographie est tout à fait spécialiste de ça dans ses discours. La géographie dit l'agriculture intensive pollue, mais on ne sait pas qui est l'agriculture intensive et on ne sait pas si on a nous-mêmes une responsabilité dans cette affaire de production intensive. Donc à force de séparer l'individu des conséquences climatiques, on a un peu quelques freins. Alors, mes étudiants, j'ai continué à les enquiquiner un petit peu et je leur ai demandé de répondre à la question, alors cette fois par groupe, plus individuellement, en leur disant, vous êtes par 5 ou 6, une affiche et des crayons feutres et vous allez essayer de dire comment vous feriez pour habiter mieux votre quartier. Donc là, on est dans quelque chose de plus un peu positif et qui dit, voilà, on va essayer d'améliorer les choses. Alors, ils pensent à tout, ils sont bien formés là-dessus. Quand je répertorie tout ce qu'ils mettent dans toutes leurs affiches, donc là, ça me fait quelques affiches à lire, on voit que j'ai beaucoup de choses dans le centre de ce grand schéma autour du développement durable, ce qui est à la fois bon pour l'environnement, bon pour les sociétés et bon pour l'économie. Quelques éléments qui se situent aux alentours, mais globalement, ils sont très bien formés, ils connaissent les bons gestes, ils connaissent ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Donc je me dis, c'est extrêmement positif. Alors, avec tout ça, avec des futurs enseignants qui sont quand même tout à fait sensibilisés, qui ne se pensent pas tout à fait des acteurs de la dégradation environnementale, mais qui ont quand même des bons gestes, je me dis, allons-y. On n'a plus qu'à travailler. Alors, à quoi on s'affronte ? Le monde de demain, ça fait le lien avec ce que François nous présentait tout à l'heure. Ce n'est pas un monde extraordinairement appétissant. On a pris conscience qu'on avait un monde, une planète. Alors, nous, globalement, on en a pris conscience. On sait qu'il y a quand même des gens outre-Atlantique qui ont commencé à lorgner du côté d'autres planètes. Et ce n'est pas un consommateur d'énergie, on est d'accord. On peut aller se lancer dans l'espace en vue d'aller ailleurs. Précédemment, ces grands consommateurs qui ont les moyens de le faire se sont achetés des endroits, des îles par exemple, pour se mettre à l'abri, pour se protéger de la chaleur, ou, je sais pas, des îles cultivables, je suppose. On aura donc un monde qui va être affecté par la réduction des surfaces cultivables et les problèmes alimentaires. Les flux migratoires, c'est la question que je posais tout à l'heure. Moi, c'est ce qui me paraît être le plus... C'est complexe parce que ces flux migratoires associés aux réductions des terres cultivables vont engendrer des conflits. On le sait, vous regardez le dessous des cartes et vous voyez que les grandes problématiques de conflits dans le monde sont générées
essentiellement par des problèmes de famine, moins des problèmes de conquête de territoire. À l'heure, au XXIe siècle, c'est les famines qui provoquent les conflits. Et donc là, on va avoir des choses comme ça. Plus les flux rapides d'informations à traiter, avec des nouvelles vraies et moins vraies. Il parlait tout à l'heure des climato-sceptiques, qui œuvrent aussi pour raconter ça, et le besoin de nouvelles ressources. Il va falloir qu'on trouve des moyens de faire autrement. Je ne sais pas si on y arrivera. En tout cas, pour l'école, c'est quelque chose de fondamental, parce que ces défis-là vont nous conduire à travailler sur la vision qu'on a de l'autre avec un grand A, avec ces grandes migrations qui nous attendent. Il faudra comprendre pourquoi ils viennent, pourquoi ils nous arrivent, pourquoi nous, les Occidentaux européens, mais pas que, responsables d'une empreinte écologique importante, on est à l'origine de ça. Ce n'est pas eux qui viennent nous envahir et nous prendre nos ressources. On est à l'origine de la cause de ce qui va arriver. Et donc ce travail-là, le travail sur l'altérité, me paraît fondamental à mener à l'école. C'est à l'école qu'on le construit le mieux. Et donc nos individus formés à l'école, ils devront être armés pour construire des contextes qui leur permettent de comprendre les événements mondiaux, pour éviter ce fameux sentiment d'éco-anxiété. Et on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est déjà théorisé ça. Quand on écoute les personnes qui se sentent le plus anxieuses par rapport à l'environnement, c'est celles qui font le moins. En gros, elles sont presque en situation de prendre tout dans la figure, entre guillemets, de ne pas avoir le sentiment d'agir quelque part. Les personnes, alors on peut interroger des jeunes par exemple, qui ont le sentiment de faire partie d'une association, de récupérer des invendus pour les redistribuer, d'aller participer à la lutte contre les inégalités ici ou là, ont un sentiment d'éco-anxiété qui est moins prégnant. Donc l'action, et ça aussi c'est un outil intéressant pour l'école. L'école, elle sait ce qu'elle fait quand elle travaille sur la pédagogie des projets, par exemple. Et ça, c'est des outils importants. Et donc, il faut éviter aussi la perte de contrôle. Parce que la perte de contrôle sur sa vie, sur son futur, c'est redoutable pour les individus, redoutable pour les individus jeunes, les enfants, mais aussi les adolescents. C'est à ce moment-là, c'est à l'adolescence qu'on se forge un rapport au monde. Et si ce rapport au monde, il est fondé sur l'angoisse permanente, on aura des générations qui ne vont pas affronter de manière suffisamment solide les défis qui nous attendent. Donc il faut qu'on essaye de trouver le moyen à l'école de leur faire acquérir cette capacité créative. Parce que quand on est dans la création, même une petite création, on est déjà moins dans quelque chose de subi. Alors, ce monde de demain, il est forcément complexe, on l'a vu. Il ne peut pas se traiter par des petites tranches simplistes ou simplifiées. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on ait des outils. Alors, les outils, c'est les outils de l'école, des concepts pour penser. Je parlais tout à l'heure de l'anthropocène, un concept pour penser. Des contenus factuels. Alors, les contenus factuels, c'est ceux qu'on ne discute pas. L'augmentation des parties par million de CO2 dans l'atmosphère, c'est à ce moment-là. Il y a 800 000 ans, c'était comme ça. Voilà, ça, on a des faits sur lesquels s'appuyer et des capacités à mobiliser tout ça. Alors là, je vais outiller un petit peu les démarches de l'école. Ce n'est pas le tout de remplir les cahiers et les traces écrites à apprendre pour les restituer lors de devoirs sur table ou d'examen. Il faut mettre en place des modalités de réflexion qui permettent à nos individus élèves de s'emparer de ce qu'ils apprennent pour construire leur capacité créative. Et donc il faut qu'on ait une idée globale du monde et qu'on l'appréhende comme un tout, pas comme une série de tranches. Alors derrière mon discours, il y a des tranches disciplinaires. En gros, on a fait ça en SVT, on a fait ça en géographie, on a fait ça en histoire, on a évalué dans les disciplines et puis tout va bien. Donc dans une école où les disciplines sont cloisonnées, elles sont cloisonnées de fait. Nos programmes scolaires sont cloisonnés, même si
on nous met des introductions en disant il faut faire du du transdisciplinaire, mettez-vous à la pédagogie de projet, etc. Mais les examens continuent à mettre en évidence ce cloisonnement disciplinaire. On a même des coefficients qui disent qu'il y a des disciplines qui sont mieux que d'autres. Donc voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Alors notre cadre, il est sur l'éducation. Alors j'ai mis les dates, hein, côté, on a déjà commencé depuis un moment à se préoccuper de tout ça. Donc éducation à l'environnement pour un développement durable, au développement durable, au changement climatique, monde en transition, biodiversité. Enfin, ça s'accélère aussi, ça, dans nos programmes, on en voit de plus en plus. Et on a le dernier en date, la circulaire de 2020, qui dit qu'il faut fournir une boussole aux élèves pour leur permettre d'acquérir des savoirs et des compétences, pour orienter leur parcours individuel, fonder leurs engagements citoyens. Là, je ne peux qu'adhérer à ça, hein, pour un monde soutenable. Là, j'ai apprécié qu'on n'était plus dans durable, mais dans soutenable. Et le détail est quand même à son importance. Respectueux de la personne humaine et de l'environnement, en gros, mettre en lien les deux, les sociétés et les environnements. Alors, nos programmes, ils sont en lien avec des outils très intéressants, hein, les objectifs, hein, les 17 objectifs liés à l'agenda 2030. Alors, on les a votés en 2015 par l'ONU, ces 17 objectifs-là. La France s'y est mise en 2019 et on a articulé ces objectifs du développement durable avec les programmes. On a essayé de mettre un petit peu du sens là-dedans. Alors, je les ai rangés par les grands thèmes qui sont ici. Prendre en compte les besoins de base de la société. Donc là-dedans, on a pas de pauvreté, pas de famine, pas de faim, de la bonne santé, l'éducation de qualité, l'eau propre, l'énergie propre et renouvelable. Donc là, dans ces objectifs-là. Construire une société respectueuse et solidaire, construire une prospérité économique et durable, on n'y renonce pas tout à fait quand même, hein, on a du mal. On veut quand même qu'on ait une prospérité économique. Alors à moins de changer la logique de marché, mais peut-être qu'on met directement, on introduit dans nos programmes des freins tout de suite, puisque on veut... j'ai même lu en cycle 3 que la géographie avait pour responsabilité de faire comprendre aux élèves l'impératif d'un développement. Voilà. Respecter les équilibres environnementaux pour une gestion de la Terre, et puis favoriser l'engagement collectif et partenarial. En gros, tout va bien. J'ai mis à côté, c'est moi qui les mets, les disciplines qui pourraient être concernées par ça. En gros, qu'est-ce que dans les programmes des différentes disciplines, on trouve qui permet d'abonder et d'aller un petit peu essayer de faire comprendre à nos élèves ces objectifs de l'agenda 2030 qui sont tout à fait intéressants et à mon avis utiles. Alors les enjeux pour l'école, c'est des savoirs, on le redit. Il faut que les élèves aient des savoirs. Donc, continuons de leur en permettre la construction. Des capacités d'action pour les établissements scolaires. Donc il y a peut-être des référents en sciences ici, mais il y a tout un travail qui est fait au niveau des académies pour que les établissements scolaires s'intéressent et entrent dans ces démarches-là. Et puis essayer de leur permettre de devenir des futurs citoyens qui ont des comportements responsables. Pour l'instant, on ne peut qu'adhérer à tout ça, c'est vraiment magnifique. Alors, je suis allée regarder le renforcement développement durable dans les programmes scolaires, le programme du cycle 3 et le programme du cycle 4. Donc en 2020, les disciplines, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, qui a été contacté pour faire ça, mais en tout cas, chaque discipline du programme du cycle 3 et du cycle 4 ont dû injecter du développement durable. Je le dis comme ça. Alors, j'ai repéré des choses, voilà, je vous l'ai mis là. J'ai regardé à la fois les deux cycles, évidemment. Donc, dans les pages introductives, on a la spécificité du cycle, et puis on a des domaines, du domaine 1 au domaine 5.
Et donc on voit que les sciences sont les outils privilégiés pour comprendre les atteintes à l'environnement, les impacts des activités humaines sur l'environnement et la santé et les grands défis de l'humanité. Les sciences. Là déjà, en disant ça, on enlève des disciplines qui pourraient concourir à aider à atteindre ça. Et la lecture des ajouts montre des implications disciplinaires extrêmement variées. Au cycle 3, certaines disciplines ajoutent ici ou là le mot environnement. C'est une sorte de concession à la demande. C'est assez spectaculaire. Voilà, on a mis parce qu'il fallait mettre. Je cible des disciplines en français, langue vivante, en art. Là, vraiment, on a, voilà. En français, par exemple, on a les contes étiologiques sont une pierre à apporter à l'édifice de la compréhension des changements climatiques. Je ne suis pas prof de français, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. En maths, les thèmes environnementaux sont des supports pour développer des notions mathématiques. Alors, ce n'est pas comment les maths apportent leur concours à la compréhension d'une problématique grave, c'est important, mais on va quand même faire des divisions et des fractions là-dessus. Mais pour lire les graphiques que vous nous avez présentés tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut faire des maths. Au cycle 4, les ajouts des disciplines prennent davantage la mesure de la commande et la mesure de la problématique. On va avoir des questions centrales qui portent sur les rapports homme-nature, en français par exemple, ou les espoirs de l'humanité. Ça me semble déjà plus porteur. En EMC, responsabilité. En histoire, industrialisation, exploitation coloniale, gouvernance mondiale. Donc là, on voit qu'il y a des sujets qui traversent les disciplines qui sont tout à fait intéressants. En chimie, compréhension des impacts humains avec l'acidification, des choses de ce genre-là, etc. Alors, le cadre pour enseigner continue. Donc, nos disciplines qui ont le plus pris en compte les enjeux, c'est SVT, EMC, géochimie, technologie. Mais c'est les disciplines qui avaient déjà dans leur programme un certain nombre d'outils qui permettaient de travailler avec les élèves sur ces problématiques-là. Dans les deux programmes, on a un renforcement spectaculaire des SVT. Alors, il se trouve que dans cette demande d'injection du développement durable, ça a dû coïncider avec une demande particulière pour le programme de sciences de SVT, de le réécrire. D'ailleurs, dans le document qu'on trouve sur le site du ministère, c'est un document caviardé qui nous montre qu'est-ce qui existait déjà, qu'est-ce qu'ils ont ajouté pour le développement durable, et pour les sciences, on a des ajouts différents. On a refondu le programme. Et ça m'a paru intéressant parce qu'il semblerait que les sciences prennent en compte beaucoup mieux la problématique générale de ce qui nous attend. C'est un peu logique. Nos collègues de sciences savent où ils ont sûrement une attention plus développée sur ce qui nous a été présenté tout à l'heure. Donc, ils doivent prendre en compte le problème de manière plus intéressante, en tout cas plus approfondie. Et donc, cet objectif-là, je l'ai vu sur le cycle 3 et sur le cycle 4. Là, je regarde que les ajouts. Organisation du vivant, micro-organismes, toxicité des déchets, ressources utilisées par les activités humaines, consommation d'énergie, matériaux, évolution humaine, impact sur la santé et construction de la notion d'engagement, alors liée au numérique, avec un lien avec l'EMC. Et je vois c'est le seul lien fait avec une autre discipline dans le programme du cycle 3, qui pourtant est le lieu où on peut faire des liens, puisque l'école primaire est le lieu de la polyvalence. Et donc, je me suis un petit peu interrogée là-dessus, en me disant, nos collègues de SVT prennent la mesure du problème, mais injectent dans leur programme un nombre de choses qui est extrêmement important. Alors, à moins qu'ils attendent une augmentation significative de l'horaire de SVT et de sciences techniques au cycle 3, je ne vois pas comment ils peuvent traiter tout ça. Et je me suis posé la question de voir pourquoi on n'avait pas de lien disciplinaire, sauf avec l'EMC, alors qu'il y a d'autres disciplines qui peuvent concourir à abonder la compréhension de ces grands enjeux. Alors au cycle 4, des enjeux de l'exploitation des ressources naturelles, les effets des activités humaines, répartition des ressources alimentaires sur la planète, enjeux sociétaux des politiques publiques et des comportements individuels,
Au cycle 4, un géographe serait ravi d'avoir ce programme-là. C'est ce qu'on apprend à faire en géographie, ça. Et donc, je me suis un peu interrogée. Alors, en conclusion, le cloisonnement disciplinaire apparaît, de mon point de vue, comme un frein à l'enseignement des questions climatiques, puisque on juxtapose des choses et on ne se demande pas comment ça peut construire une compréhension globale. Les questions liées au changement climatique, elles nécessitent d'être abordées comme des objets complexes. Un objet complexe, quand on travaille en résolution de problèmes de maths, on parle des objets complexes. Et de mon point de vue, il faut y appliquer la même méthodologie et envisager ça comme des systèmes à plusieurs composantes à une macro-échelle. En gros, et jouer sur les échelles. Alors la géographie fait ça de manière assez naturelle, mais on peut le faire dans plein d'autres disciplines. Donc en gros, je mets grand problème environnemental, et on voit bien qu'on peut mettre, il y avait tout à l'heure le problème des villes, le problème de l'eau, le problème des ressources énergétiques. Voilà, on peut les mettre au centre et essayer de se demander quelles sont les composantes, comme on le fait quand on travaille sur un objet complexe. On a évidemment pour chacun de ces grands problèmes climatiques ou ces grands problèmes liés au développement durable, une composante sociétale, une composante temporelle, une composante environnementale, une composante politique, une composante culturelle, une composante économique. Et là, quand on les articule toutes et qu'on les met en lien, qu'on s'intéresse aux interrelations, puisque c'est ça, travailler sur du complexe, on va pouvoir amener nos élèves à comprendre quels sont les problèmes qui se posent, comprendre que ces problèmes sont liés aux activités humaines et qu'ils ont des répercussions qu'on va traiter dans les autres disciplines. Tout à l'heure, on me disait les gaz à effet de serre se répartissent dans l'atmosphère en partie par millions, mais ce n'est pas la géographie ni l'histoire qui dit ça. C'est bien une autre discipline plus scientifique. Mais il n'y en a pas qui doivent prendre le pas pour dire nous, on va tout prendre en charge. Ou alors, il faut leur donner le temps de le faire. Donc, il faut amener nos élèves à identifier un problème, que des problèmes globaux se posent. On ne peut pas les simplifier. C'est ce qui a été dit tout à l'heure dans les questions avec des enfants. Comment on fait quand ils sont petits pour dépasser juste l'injonction, ne pas laisser couler l'eau, éteindre la lumière, mettre le papier dans la bonne poubelle, etc. Donc, dépasser ça, évidemment. Obligation de prendre en compte des contextes qui sont à la fois environnementaux et sociétaux, et peut-être aussi temporels, on l'a vu, parce qu'il y a des projections dans l'avenir, et on a des choses à construire de ce point de vue-là. Amener les élèves à construire des interprétations et des hypothèses, les confronter au savoir. Alors, quand je dis ça, tout le monde a compris que je parlais de la démarche d'investigation en sciences, qui en fait est une démarche à utiliser dans quasi toutes les autres disciplines. Donc voilà, posons les problèmes et regardons comment ça se passe. Alors, il y a une autre tension qui me paraît importante, là, c'est on est toujours entre développement et protection. Quand on est dans le développement, dans une logique de marché, ce que je disais au début, on va apprendre à nos élèves l'intensification des échanges, les échelles mondiales, la concurrence des territoires, les rapports de force et de domination, la prédation des ressources. C'est ça qu'on travaille. Il n'y a qu'à regarder un manuel ou deux de géographie et on est en plein là-dedans. La mondialisation, me disent mes étudiants, on n'en peut plus de la mondialisation. Ben oui, on a travaillé là-dessus. Si on est sur la protection de nos environnements, ce sur quoi on nous disait en creux de travailler, on est sur comment limiter nos transports, qu'est-ce qu'on fait à l'échelle locale, comment on travaille la complémentarité des territoires, l'équité sociale, les justes rémunérations, la gestion des ressources. Mais ce n'est pas ça qu'on trouve dans les manuels actuellement. On travaille avec des valeurs différentes. Il faut les choisir. Je ne sais pas de dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais l'école, elle est là-dessus. La performance, le sens de l'entreprise, la compétition, l'autorité, l'esprit d'équipe, la responsabilité, c'est des choses qu'on travaille au lycée, au collège et au lycée, ça. On les fabrique, nos élèves, pour qu'ils soient aptes à s'intégrer dans une société telle qu'on l'a fabriquée, qui œuvre dans la logique de marché. C'est le rôle de l'école de leur apprendre à se trouver une place dans cette société-là. Et donc, là, François parlait tout à l'heure des points de bascule, est-ce qu'on a un point de bascule ou pas ?
Sinon, il faut travailler plus sur égalité, solidarité, équité, coopération, esprit d'équipe, responsabilité. Tous les enseignants qui sont dans cette salle comprennent que je n'ai pas du tout les mêmes démarches d'apprentissage si je suis d'un côté ou de l'autre. Il faut que je choisisse. On ne peut pas faire les deux. Et là, pour l'instant, notre programme, il dit faites les deux. Et c'est un peu compliqué. Et donc, dans le monde de l'éducation, la traduction est difficile. Le développement, c'est permettre à chaque élève de s'épanouir dans le monde de la croissance économique pour y trouver sa place, exercer sa curiosité en ouvrant ses horizons, on les incite à se déplacer. Il faut voir ailleurs, il faut aller regarder et découvrir le vaste monde. Et tout à l'heure, on nous a dit que les voyages en avion, ce n'était pas tout à fait indiqué. Il va falloir choisir aussi. Dans la protection, il faudrait permettre à chaque élève de prendre conscience des impacts, des divers modes de vie, des divers modes de production, des choix de consommation. Et du coup, mettre les élèves en situation de comprendre que faisant partie d'une société humaine, ils sont des individus qui ont une responsabilité. Autrement dit, ce sont des citoyens. Est-ce qu'on fabrique des citoyens ou est-ce qu'on fabrique des individus qui s'individualisent dans notre société? Mais là aussi. Donc d'un côté, on a l'entraînement à la compétition. Qui a vu des adolescents préparer le bac a bien compris comment il fonctionne. S'il y a des coefficients intéressants, je travaille. Si c'est moins intéressant, je mets de côté. Donc ils sont déjà dans cette logique de compétition. Les savoirs disciplinaires sont au service du classement. Les meilleurs, et voilà, les notes. On fait ça depuis le début, on apprend à les trier et on les prépare aux compétences du monde du travail. Ce qui est assez intéressant pour faire des gens employables. De l'autre côté, il faudrait travailler la pédagogie de projet, la transdisciplinarité, l'émancipation et la compétence d'esprit critique et de citoyenneté. De mon point de vue, vouloir faire les deux, la politique là du en même temps, ne me paraît pas la meilleure à suivre. Il faut qu'on choisisse parce qu'on a à choisir. Et là, la démonstration de tout à l'heure me paraissait extrêmement évidente. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Alors là, je vous ai mis une carte. C'est la seule que j'ai trouvée comme ça, où on a une petite fille de 12 ans qui nous a montré comment on a d'un côté, c'est la seule qu'on a trouvée, qui dit, voilà, les gens d'un côté et l'environnement de l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, c'est bon, ça marche, je crois. Ça marche ? Il faut un petit temps. Très bien, merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Alors moi, je veux bien me lancer pour la première. Mais cette fois-ci, il n'y en a qu'une. Enfin, j'en ai d'autres, mais si je ne me trompe pas, ce que tu as montré, c'est que les étudiants ne se souviennent pas des cours qu'ils ont eus dans le cadre du développement durable, en fait, quand ils étaient en cycle 3. Est-ce que tu as des pistes d'explication à ça ? Ma question, si je suis un peu provocante, c'est de se dire, du coup, est-ce qu'ils sont trop jeunes pour le faire ? Est-ce qu'ils ont fait le lien, du coup, avec la thématique qu'ils vont découvrir par la suite ? Ça fait un peu écho à ce qu'on posait comme question tout à l'heure, en disant, en fait, ils ont un pouvoir limité, même s'ils ont quand même le pouvoir, effectivement, d'infléchir le comportement de leurs parents. Mais comment on peut expliquer ça ? Et est-ce que c'est un résultat d'ailleurs, en fait, tout compte fait important ou pas, enfin le fait qu'ils s'en souviennent ou pas Je crois que si on se souvient de ce qu'on a fait et de ce qu'on a appris, c'est quand même plutôt mieux que... Voilà. Ils se souviennent qu'ils ont appris des choses, mais quoi ? Voilà. Et ça m'inquiète, je me dis c'est dommage. Alors, si on discute un peu avec ceux qui se souviennent, alors pour lycée, bac, etc., on a appris, on a passé l'examen et après on est passé à autre chose. Ok, donc ça nous laisse un peu froid par rapport à bien fondé de faire, apprendre, restituer. Alors après, pour les souvenirs les plus anciens, il y a à la fois la question du temps. Alors, ce qui peut faire en géographie au cycle 3, c'est 45 minutes par semaine.
Ce qu'ils font en SVT, c'est 1 heure par semaine. Et si on découpe ça en petits morceaux, 1 heure de ceci, 45 minutes de cela, etc., et qu'on juxtapose sans mettre de lien, du coup, on perd du temps. Alors, on perd du temps d'horloge, et on perd du temps d'apprentissage. Si on met alors on l'a fait avec des enseignants dans l'académie, où on a essayé de poser nos objets en se disant on va le poser globalement, et puis on va regarder comment on peut le voir à la fois en français, en histoire, en sciences, en géographie. Alors du coup, on gagne du temps. Et on se met en situation d'avoir un projet. Alors pas pour épuiser le sujet et que les élèves n'aient plus rien à faire, mais c'est pour vraiment prendre en compte le temps d'apprentissage des enfants de cet âge-là. C'est difficile pour eux, ils ont besoin d'y revenir. Enfin, voilà, tous ceux qui ont essayé de leur inculquer quelque chose autour de la règle du participe passé se sont bien rendus compte qu'il fallait y revenir souvent. Ben, c'est pareil pour les problématiques environnementales ou les problématiques spatiales ou historiques, etc. Donc si on découpe tout en petits morceaux, on est tenté de simplifier. En simplifiant, on décérèbre le sujet. En gros, il a perdu un peu de son intérêt. Et en géographie, on est spécialiste. On enlève la partie politique à la géographie. Et la partie politique de la géographie, c'est celle qui nous permet de comprendre que nos choix sociétaux ont des conséquences sur nos environnements. De mon point de vue, c'est pas que les élèves sont trop petits ou qu'ils ne comprennent pas bien, c'est qu'on pose le problème, on pose mal le problème. Voilà. Donc. Bien sûr. Bien sûr. Ah, cool. Chaos, ça me parle pas. Mais en tout cas, c'est une courbe de l'oubli qui a été mise en place dans les années 1870 ou 80, si je dis pas de bêtises. Ça peut être un élément de réponse, mais j'ai pas de réponse non plus. C'était juste pour. Alors après, pour faire le lien avec, pour le cycle 2, cycle 3, et le début du cycle 4 d'ailleurs, les travaux qui permettent de lier littérature et problématiques environnementales sont utiles et intéressants. Là, je vous montre des cartes. Les élèves, ils sont passionnés pour faire ça. Et on peut travailler en géographie à partir de ces outils-là sur les problématiques sociétales et d'aménagement des environnements. L'idée qu'on met là derrière, c'est la capacité créative et l'imaginaire. Donc comment on fait pour imaginer notre monde? Alors le législateur a introduit ça dans les programmes, alors un peu du cycle 3 et beaucoup du cycle 4, en mettant de la prospective. Et la prospective, c'est exactement ce que nous a présenté François. C'est-à-dire, en gros, compte tenu des paramètres qu'on a maintenant, si on continue la courbe, on pourrait arriver à tel endroit ou à tel niveau. Le problème de la prospective, c'est que ça mobilise des savoirs qu'on ne connaît pas, surtout dans une discipline comme la géographie qui est restée extrêmement descriptive dans l'imaginaire de chacun. Donc la géographie, c'est faire des études de cas. Et quand on fait une étude de cas, on a une carte, des photos, des témoignages, des textes, des courbes, des chiffres, etc. Mais ça existe. La prospective, ça n'existe pas. Donc, la question qui se pose, et il y a une collègue du laboratoire, Laurence Fouache, qui a fait une thèse là-dessus, et qui montre que les enseignants ne s'emparent pas de ça, parce que ça devient flottant. On ne sait pas où on va, sur quoi on travaille. Or, l'imaginaire, la capacité qu'ont les élèves à se projeter dans l'avenir à partir d'un texte, à partir de leur propre imagination, c'est des leviers puissants d'apprentissage. On a quand même un certain nombre de solutions. Alors, j'aimais bien les solutions que je touche du doigt là, elles sont tellement en petites gouttes par rapport à ce qui nous a été présenté, enfin le scénario apocalyptique de tout à l'heure, mais on a des leviers à l'école, on a des choses, voilà. Donc on peut s'en servir.
Il y a une question qui a été posée sur la chaîne YouTube qui dit: par rapport à l'éco-anxiété et la perte de contrôle de l'individu sur sa conscience écologique, avons-nous des méthodes pour pousser les individus adultes à comprendre mais surtout à agir? Et ça fait écho à quelque chose que je voulais aussi discuter avec vous, puisque vous évoquiez la notion de créativité justement là juste avant et puis dans votre intervention précédente. Moi j'avais lu quelque chose qui disait les choix rationnels ne nous permettent pas de tenir certains comportements. En revanche, le fait de pouvoir s'approprier en développant une approche créative de certains changements permettent en fait de l'inscrire dans du long terme. Ben oui. Et donc, c'est bien, l'école, elle a un levier intéressant là-dessus. Alors, on va le chercher du côté de la SVT. La SVT met dans les programmes, que ce soit du cycle 3 ou du cycle 4, quelque chose autour de la responsabilité individuelle et collective, et donc de l'engagement. Et je trouve qu'à l'école, on n'appuie pas beaucoup sur ce levier-là. Comment on amène les élèves à s'engager dans quelque chose? Mais ça peut être des petites choses. Mais voilà, s'engager, chacun à son niveau. Il faut apprendre à faire ça pour oser le faire. Les jeunes qui s'engagent, qui sont là, il me semble, mais je n'ai pas fait d'études là-dessus, il me semble qu'ils l'ont appris ailleurs qu'à l'école. Ils l'ont appris dans leur famille, souvent. Et donc, ils ont cette idée de dire, allez, je me lance. Et puis, il y a le faire ensemble. Faire ensemble, alors vous voyez que faire ensemble, c'est à l'opposé de la formation des individus qui vont s'inscrire dans une logique de marché individualiste. Mais le faire ensemble, c'est un levier important et intéressant. Donc l'école, elle a les moyens de le faire. Mais il faut décider, c'est pas moi, il faut décider de consacrer du temps là-dessus. Et je suis bien d'accord que c'est compliqué. Là, on a choisi d'injecter du développement durable et de la biodiversité, etc., dans les programmes. En fait, chacun a continué de mettre une petite tranche l'une à côté de l'autre avec des choses variées. On aurait pu refondre les programmes en disant on commence par des objets si on voulait vraiment travailler là-dessus. Mais c'est révolutionnaire, ça. C'est révolutionnaire. En gros, qu'est-ce qu'on fait? Là, on essaye de faire... on est toujours dans la facilité. On fait avec ce qu'on connaît. Puis on se dit qu'on va aller... On va mettre un petit peu de ceci, un petit coup de cela, et puis ça va le faire. Mais non, ça ne le fait pas. Il faut qu'on change de choses. Voilà. Du coup, bonjour. Je voulais poser une question concernant l'enseignement secondaire où on voit quand même des choses se développer comme les clubs éco-environnement, les éco-délégués, les différentes commissions. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un impact pour associer les deux types d'apprentissage dont vous faisiez la distinction sur protection et développement et que ça pourrait être du coup un des nouveaux leviers parce que donc les éco-délégués c'est très récent, etc. Qui pourrait permettre en fait d'associer ce qu'il y a dans les programmes donc des apprentissages, mais au niveau on va dire plus vie scolaire du coup qui pourrait venir compléter les différentes politiques récentes. Pour moi tout à fait. C'est des leviers intéressants. Le problème que je vois, c'est que les éco-délégués, ils sont sans doute des jeunes de bonne volonté, mais on leur, au moins sur le papier, on leur laisse pas mal de choses à faire. Voilà, ils sont solides, mais voilà, pas assez nombreux. À la limite, il faudrait quasi que tous les lycéens soient éco-délégués. Non, mais voilà, c'est un peu l'idée qui se cache là derrière. Et puis les clubs, ça, c'est des vrais endroits où on fait ensemble, où on pose une problématique, où on cherche des solutions, on fait marcher sa créativité. Le problème des clubs dans le secondaire, c'est qu'ils ont une toute petite place et puis qu'ils sont, alors pour le peu que j'en connaisse, liés à la bonne volonté de collègues qui vont prendre ça en charge. Donc du coup, on met les choses les plus intéressantes dans les interstices. Et là encore, je trouve qu'on prend le problème à l'envers. Parce que c'est un vrai moyen d'apprendre. Il y a d'autres endroits où on l'a déjà. Je pense notamment à certaines expériences canadiennes d'apprentissage qui font qu'on ne prend pas les choses dans le même sens. Mais on a notre lourdeur
de répartition disciplinaire. Et alors je ne vais pas parler de lobbyistes disciplinaires, mais dans les couloirs du ministère, on n'est pas très loin. Et on sait faire entendre sa voix pour dire que ça, c'est beaucoup plus important que le reste. Donc, voilà. Mais du coup, si vous faites des clubs, continuez. Merci. Voilà. Y a-t-il une dernière question? Oui. Ou ça peut être aussi une avant-dernière. Je vais oser. C'est pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez par rapport aux outils en fait qui sont proposés à nos enseignants sur le terrain. Alors peut-être ai-je mal interprété, dans ce cas-là veuillez m'excuser, mais ils travaillent à l'heure actuelle avec des ouvrages didactiques de référence, ou pas, qui s'appuient sur des activités qui datent, on va dire, par rapport à l'urgence. Donc en termes de texte, en termes de chiffres, c'est compliqué pour le jeune enseignant qui démarre en tout cas, et même pour un chevronné, de s'appuyer en fait sur les ouvrages qui sont présents en classe, donc d'un point de vue logistique. Donc n'aurait-il pas moyen, donc c'est juste une question, de faire coordonner à la fois les acteurs de terrain, les acteurs de l'INSPE avec des futurs enseignants de demain, pour mettre à disposition avec un éveil, on va dire, des textes pour répondre un petit peu à ce que vous disiez, qui pourraient à la fois répondre à des problématiques en français, en sciences, en histoire, pour comprendre le monde tout simplement, et qui soulageraient peut-être nos collègues de terrain. Voilà. Alors oui, pour les données c'est... Alors, la difficulté de ces données-là, c'est qu'elles évoluent très vite, qu'elles sont difficiles à simplifier, on l'a vu, c'est possible, mais il ne faut pas les rendre simplistes, mais les mettre au niveau des élèves. Alors du coup, ça va être le travail qu'on va demander à nos spécialistes, parce que c'est vrai que c'est pour un jeune enseignant, mais pas que un jeune, s'affronter à ces problématiques d'objets globaux qu'on alimente avec des regards disciplinaires et des contenus disciplinaires demande des recherches de données fiables, d'outils de support qui sont pléthoriques. Alors après, l'espace dans lequel on le fait, c'est là encore difficile. J'ai la chance d'animer un petit peu le groupe départemental de géographie dans lequel on est quelques-uns à poser des objets de travail, mais voilà, on le fait encore dans les interstices. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant ici. Il y a la Maison des Sciences qui commence à mettre en place ces activités. Est-ce que ça pourrait être un lieu voilà, je l'appelle de mes voeux. Mais là encore, on a ouvert une Maison des Sciences et on n'a pas mis toutes les sciences. Après, ce qui est intéressant dans la dynamique de ce matin, c'est que ça nous permet aussi de pouvoir recueillir les besoins et les attentes et de prendre conscience de manques. Et c'est aussi notre mission à l'INSP. Donc nous, on a un service recherche et développement avec recherche et innovation pédagogique, de pouvoir en fait réfléchir sur ces questions-là et essayer de prendre notre part et de travailler à l'édition de ressources ou en tout cas à l'animation de communautés sur cette question. Donc votre retour est précieux. La difficulté de ces objets-là, c'est que les faire suffisamment, à géométrie variable pour qu'une personne qui se sente complètement démunie dise allez, je vais faire la fresque du climat, par exemple. On le fait et puis on suit les choses. Et faire en sorte que des personnes puissent s'approprier les outils pour mettre en place leur liberté pédagogique en lien avec la connaissance de leurs élèves qui sont forcément différents des élèves d'à côté, etc. Donc c'est des outils comme ça qu'il faudrait travailler. Après, les ressources autour du développement durable, le ministère en a mis à disposition, c'est énorme, énorme. C'est tellement énorme qu'on s'y perd. C'est complexe de trouver. Pourtant, je suis allée voir, c'est vraiment, il y a un travail énorme qui a été fait et qui permet de trouver ce que l'on cherche à condition de savoir quoi chercher. Et on en revient toujours à l'idée de la formation.